Bienvenue à cet épisode de la retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. Vous l'avez probablement vu à la télévision. Vous avez probablement goûté à l'une de ses recettes. Il a piloté le virage de la cage, restaurant et institution au Québec. Découvrez l'entrepreneur derrière le chef Louis-François Marcotte. On se rejoint à la retenue. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de La Retenue. Aujourd'hui, 5 restaurants, 9 livres, 11 ans de télévision, 540 épisodes diffusés, 42 magazines, 41 000 followers sur Instagram, 30 000 followers Facebook et 4 000 Twitter. Mon Dieu, Louis-François Marcotte avec nous aujourd'hui. T'as plus de chiffres sur moi que j'en avais. Écoute, j'ai pris ça de l'Internet. C'est très bon. C'est très utile. Hein? Oui, fort, très bon. Puis il fallait que je l'écrive parce que c'est sûr que j'allais pas me rappeler de ça par cœur. Ouais, C'est pas mal ça. Chiffres, J'en ai-tu manqué? Ou, non, j'aime ça. C'est à peu près ça. Ouais, donc, bon. merci d'être là. Il n'y a pas mon âge. Parfait. Mais là, tu l'as dit tantôt. Là, donc, on va... j'ai pas dit online encore. Non, c'est ça. On va le garder caché. Je ne dis pas le déclarer. Tu peux y aller si tu veux. Non. Je te laisse le... Oui, 40 ans. On a le même âge. J'ai un an de plus. Non, t'as 41. Okay. Voilà, c'est ça. 42 bientôt. Oh. Donc, on vieillit, c'est ça. Ça va vite. Ça fait partie de la vie. Et voilà. Donc, merci d'être là. Merci à toi de l'invitation. Donc, avant de commencer dans le sujet de l'économie, de l'entrepreneuriat, un peu ton expérience là-dedans, j'ai une petite anecdote. J'ai quelque chose caché en arrière de moi. OK. Donc, on va aller chercher ça. Écoute, c'est incroyable. Écoute, on a un beau petit livre ici. Écoute, il y a une raison pourquoi je sors ça. Sexy, cuisiner pour deux. Ouais. Donc, il y a à peu près 10 ans, j'ai rencontré ma femme. Pour vrai? Okay. Exact. En fait, c'est 12 ans maintenant, excuse-moi, chérie. Et puis voilà, on va montrer le petit livre. Excellent. Et puis, moi, je suis pas très incroyable en cuisine. Puis, j'ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de support. Donc, écoute, j'ai trouvé ce livre-là. Puis, il y a je pense que le chimichurri, là, tout ce qui est chimichurri, voilà, le chimichurri, les tomates, tout ça, c'est la recette que j'ai faite. Écoute, ça a fonctionné. On est mariés aujourd'hui. Aidé. Exactement. J'étais un support. Finalement, on fait 2 minutes sur « Je te remercie pour un mariage qui est plein de bonheur et incroyable. » Tu ris, mais ce livre-là a beaucoup fonctionné dans les livres de recettes qu'on a fait. Lui, ça a été un des hits parce que c'était des recettes qu'on faisait pour 2 personnes. Oui. Donc, formaté, donc standardisé pour 2. Exact. Les portions étaient exactement pour 2. Exactement. Fait on l'a beaucoup pensé dans cet angle-là, tu sais. Puis là, le sexy, c'était très drôle, mais ça je repense à ça aujourd'hui, mais c'est il y a quand même quelques années, puis tu dis... Ça fait un bout de temps, parce que, tu sais, exactement. Là, les livres ont beaucoup fonctionné à cette époque-là aussi, tu sais. Là, on a beaucoup Internet au bout du téléphone. Ouais. Fait qu'on n'a pas le même réflexe de livre. Non. Mais pour moi, le livre a été une étape de ma vie super intéressante et importante, parce que je trouvais que c'était un truc qui allait rester, puis regarde, là aujourd'hui, une histoire reliée à ça. Ben oui. Et je l'utilise encore des fois. Je regarde, je dis, OK, pour le déjeuner, le petit pancake, là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis le chimichurri, je l'ai tellement fait, je le fais par cœur à chaque fois. C'est une bonne nouvelle. C'est un bon chimichurri, merci. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'une recette de chimichurri, écoute, on a ça ici, aucun stress. On va sinon, laisser il t'appelle, toi. Écoute, tu me signeras ça à la fin. Je vais ramener ça à ma fin, je check ça. Tu vois? Incroyable. Donc, merci pour ta contribution. C'est un grand plaisir. Et puis, je pense que je ne vais pas te citer exactement, mais une des affaires importantes pour on peut se tutoyer. J'espère, oui. Une des choses importantes pour toi, c'était rendre la cuisine accessible à tout le monde, que tout le monde devrait avoir un petit quelque chose en cuisine. On parlait tantôt que ça devrait être obligatoire d'avoir au moins 1 an. Ça aurait été vraiment cool d'avoir 1 an, d'apprendre à cuisiner, faire des petites choses, puis que ça aiderait, premièrement, juste simplement avec la santé, je pense, mais aussi
au niveau de la culture québécoise, de la cuisine qui est locale, qui est d'ici, qui a beaucoup évolué dans les dernières années. C'était aux nouvelles cette semaine, je pense qu'il y avait une autre affaire en France là, avec Ricardo qui niaisait encore. Là. Il y a une autre, il y avait quelque chose en 2016 qui niaisait un peu, mais là, ça a recommencé. Mais Ricardo, j'ai entendu parler que la cuisine québécoise a beaucoup évolué, puis je pense que tu fais partie beaucoup de cette évolution-là au Québec. On devient des ambassadeurs de ça, d'une certaine façon, Ricardo. Moi, on a tous contribué, je pense, à démocratiser la cuisine, à rendre ça plus accessible. Puis je pense que c'est ce qui est important pour que nos jeunes, aujourd'hui, aient ça un petit peu plus dans le sang. Moi, je me rappelle, au secondaire, on avait des cours d'économie familiale, puis j'ai fait des boxeurs, on faisait de la couture, mais... Même chose. Mais on faisait aussi le macaroni à la viande. Puis ça, c'était pour moi, c'est une porte d'ouverture. Une porte ouverte pour est-ce que j'aime cuisiner? Ah oui, ok, j'ai aimé ça. C'est peut-être quelque chose. Ouais. Fait que, c'est pas nécessairement un métier, mais c'est aussi un outil dans le day-to-day pour, tu disais, pour la santé, mais pour se débrouiller. Puis ça va retoucher tantôt à tes finances. La cuisine, c'est au centre de ta vie. Oui. Mais manger, c'est au centre. Si tu ne manges pas, tu ne vivras pas longtemps. C'est dans les choses primaires. Normalement, c'est un peu ça. Et puis comment que ça a été une passion pour toi de commencer là-dedans? C'est sûr que, moi, à 12 ans, j'avais Danny Bonneville dans un autre épisode, puis il disait, à 12 ans, je savais que moi, j'ai vendu ma première maison à 12 ans, puis moi, à 12 ans, je jouais au billes. Je ne pensais pas à être entrepreneur, mais souvent, des fois, c'est des callings qui arrivent assez rapidement. J'ai travaillé en épicerie à 14 ans. J'étais chez Maxi, j'ai poussé des paniers, j'ai fait de l'emballage, j'ai conduit des lifts, mais j'étais dans le milieu de la bouffe. J'étais dans l'alimentaire. Après ça, j'ai eu le contact avec les fruits et légumes parce que le gars, c'est un Italien, le gérant de la fruits et légumes, puis il était passionné de ça pour vrai. Fait que j'apprenais sur les rapinis avec ce gars-là. Fait que c'est tous des... Des gens passionnés. Oui, puis c'est des drops, c'est des gouttes que tu prends de chaque genre, à un moment donné, qui t'amènent, qui vont créer peut-être une passion, mais tu le développes, puis tu l'entoies aussi un petit peu. Puis ça vient aussi de ta famille, Moi, on a toujours beaucoup cuisiné à la maison. Ma mère a cuisiné. J'étais dans un environnement familial où la cuisine est importante. À chaque soir, il y avait une salade sur la table, puis c'est pas toujours des grands repas, mais c'est aussi le partage, c'est pas juste, tu peux manger au restaurant puis partager avec les amis, mais tu peux manger à la maison, puis tu as ce partage-là, puis la table devient le centre un petit peu de social, familial. Ouais. Fait que pour moi, il y a eu ça culturellement, puis il y a eu aussi les emplois. Puis je pense que de fil en aiguille, ça m'a amené à comprendre que pour moi, c'était un réel plaisir, la cuisine, tu sais. T'aimais ça. Vraiment. Donc, à cause que t'aimais ça, t'as décidé de faire ça un peu ta carrière. Est-ce que c'était ça que tu voulais? Au début, t'aimais ça, mais je pense qu'il y avait de la pression. On en parlait tantôt que, tu sais... être cuisinier ou travailler en cuisine ou travailler en tout ce qui est nourriture, c'était pas exactement qu'est-ce que la famille avait comme image, qu'est-ce qu'ils voulaient, on met ça entre guillemets. Non, c'est un peu ça. Puis c'est la pression sociale, familiale, le standing. Tu veux que tes enfants réussissent à l'université, aient un gros diplôme, soient safe. C'est un réflexe normal d'un parent de dire « je veux que mes enfants réussissent ». Mais c'est quoi réussir? Exact. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la passion? C'est tout ça. Fait que c'est un petit peu biaisé. Fait que je pense que c'est d'identifier ça aussi. Je pense que d'identifier ta passion va aussi beaucoup définir où tu vas aller longtemps. Oui. Penses-tu que c'est quelque chose que les parents... Moi, je suis parent, mes enfants sont jeunes. J'ai une fille 2 ans et demi, presque 3 ans, puis un petit garçon qui s'en vient. Je pense que c'est des enfants aussi, un peu plus vieux. Ouais. Mais penses-tu que c'est quelque chose qu'on devrait repenser au Québec? Tu sais, on a tellement, les Québécois ou les parents québécois, je pense, je généralise, c'est sûr, c'est pas tout le monde, mais qu'ils ont une pensée prédéterminée un peu de qu'est-ce que ça devrait être. Tu devrais aller à l'université, tu devrais avoir une carrière. Est-ce que ça devrait être redéfini comme société, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui marchait avant, mettons, avant que oui, tu as besoin de l'université, tu as besoin d'aller cheminer à l'école, puis de te trouver une carrière. Est-ce que c'est encore valide aujourd'hui, tu penses? Je pense que c'est encore valide. Je pense que l'air du temps change ça un petit peu. Je pense qu'on voit aussi des changements, mais il reste que socialement, c'est quelque chose qui est encore présent. Je pense que ça se modifie aussi. En tout cas, ça évolue dans les écoles beaucoup parce qu'on tend à garder les jeunes sur des lignes où ils vont aimer ce qu'ils font dans la vie, pas juste pour la pression sociale. Puis, je pense que les parents jouent un rôle important là-dedans. Fait que, moi, je le vois sur
Je veux que mes enfants fassent quelque chose qu'ils aiment dans la vie, peu importe ce qu'ils vont être. Après ça, eux, ils peuvent maintenir cette ligne-là, mais si tous leurs amis leur disent hey, ça marche pas, tu peux pas être cuisinier dans la vie, ils vont peut-être changer d'idée aussi, ils vont essayer d'autres choses. En même temps, on est aussi dans une société où on se force à avoir un diplôme rapidement au Québec. Je pense que nos enfants qui sortent de l'école secondaire je vais dire 17, 18 ans. 16, 17, là, selon quand t'es né. Bon, ben mettons, on va mettre ça à 17 ans. Ouais. À 17 ans, choisir ta carrière, moi, je trouve que c'est vite. Je trouve que c'est vite demander à un enfant ou un adolescent de dire, bon, ben, je vais cocher au cégep pour aller faire génie mécanique, ce que j'ai fait en premier avant de faire ma cuisine, sans trop savoir c'est quoi, sans trop savoir ce que... Tu sais, puis j'ai pas fait d'erreur, mais c'est pas le parcours que j'ai maintenu. Tu sais, j'ai aimé, il y a quelque chose que j'ai aimé là-dedans. C'était très manuel, tu sais, il y avait plein... Mais pas assez pour faire ma carrière. Est-ce que c'est une erreur d'aller essayer ça? Non. Est-ce que c'est une erreur d'aller essayer un cours de cuisine? Je pense pas non plus. Non. Fait que tu sais, c'est le cheminement de décider de ta carrière dans un si jeune âge. Je trouve ça violent, je trouve ça très rapide. Ouais. Ou même, que ce soit une erreur ou pas, même si c'est une erreur, mettons, quand tu regardes en arrière, mais c'est bon de faire des erreurs. Si tu vas faire des erreurs, bien mieux de le faire à 16, 17, 18 ans qu'en faire à 44 quand tu as une femme et 2 enfants, là, mettons. Exactement. Là, c'est les erreurs ne coûtent pas juste à toi un peu, mais coûtent à ta famille, coûtent à tes enfants. C'est d'accepter d'explorer un peu, tu sais, puis de... C'est le temps d'explorer pour les jeunes, de le faire, de ne pas avoir peur que leurs amis pensent X ou Y. Écoute, suis ta passion. Tu auras le temps de te réajuster, de ne pas avoir la peur de te lancer dans quelque chose que tu apprécies vraiment. Voilà. Toi, tu as fait ça. Oui, moi, j'ai... Ça a bien été. Quand même. Ouais, tu peux le dire, c'est correct, t'as le droit. Là. Oui, mais moi, il y a aussi beaucoup de côté entrepreneur qui, après ça, a pris du dessus sur la cuisine. Tu sais, j'ai plusieurs business qui ne font pas nécessairement de la cuisine non plus tout le temps. Fait que, tu sais, c'est relié à ça, à la restauration, mais je ne suis pas en cuisine quotidiennement non plus maintenant. Non, c'est ça. Tu as commencé avec une base, une fondation. Puis une passion. Exact, une passion. Puis de ça, tu as découvert d'autres passions, d'autres intérêts. Parle un peu de ton parcours entrepreneurial. C'est important parce qu'il y a tellement de jeunes qui veulent, que ce soit des 20 à 35 ans, ou même, je dis jeunes, mais tu peux avoir 50 ans, vouloir commencer et changer de business. Je trouve que maintenant, les gens se re-questionnent. Est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais dû faire? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Je pense que la pandémie a amené ça un peu, un re-questionnement. Ça revient, je parlais de passion, mais je pense que c'est souvent là la pierre angulaire de... Il y en a qui disent hey, moi, je veux être un entrepreneur. En quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis c'est là le vrai questionnement est là. Ouais. Moi, j'ai rapidement compris que la cuisine, là, je suis rentré journée 1 à l'ITHQ, à l'école hôtelière. Puis quand j'ai mis les pieds là, cette journée-là, j'ai fait hey, c'est vraiment ça que je vais faire dans la vie. Tu étais à la maison. Là. J'étais là, j'étais sur mon X. Puis c'est dur à décrire. Tu me demandes aujourd'hui de retourner faire ce cours-là. Demain matin, j'irai. Puis je le vends comme ça, je le répète, je l'explique aux gens, puis je l'explique aux jeunes, aux moins jeunes. J'ai parlé à une dame la semaine passée qui prend sa retraite, elle est en soins infirmiers. Je dis, vous devriez aller faire le cours. Parce qu'elle tripe sa bouffe, là, mais comme solide. Pourquoi pas? Ouais, tu sais, t'es pas vieille, là. Va faire un an et demi. Tu vas dire, wow, quel cadeau je me suis fait. Pas pour faire un métier, pour comprendre. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai identifié rapidement en rentrant à l'école de cuisine que c'était vraiment mon X. J'ai mangé de ça. Tu sais, j'en ai vraiment tripé pendant un an et demi. Après ça, j'ai commencé à faire des petits chefs à domicile. Donc, j'allais cuisiner chez les gens les fins de semaine. Est né de ça une compagnie de traiteurs, un premier restaurant. Puis, tu sais, ça a déboulé comme ça. Donc, juste de façon naturelle. Organiquement, j'ai emboîté le pas. Peut-être trop rapidement, mais c'est pas un regret d'avoir une entreprise à 19-20 ans. C'est cool. Ouais. Mais c'est aussi peut-être de mettre un peu trop de pression dans le système d'un jeune trop vite. Oui, c'est vrai. C'est souvent, on a des questions. Moi, je me fais poser des questions. Mais comment tu as amené la compagnie? C'était quoi ton plan, Diabolet? Puis j'avais pas de plan. C'est drôle quand je dis aux gens, je réponds, probablement tu fais des conférences, j'en fais. Toujours la même question, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence de pouvoir se rendre là? Puis c'était quoi ton plan? Moi, ma réponse, c'est toujours, j'en avais pas de plan. Non. J'en avais vraiment pas. J'aimais qu'est-ce que je faisais. Mon parcours, j'ai étudié en actuariat, j'ai gradué comme actuaire.
plate, comme Ouais, pas ouais. plate pour Non, certains, mais c'était pour plate des pour gens moi. qui comprennent, tu sais, qui sont C'est pas ça. là-dedans, c'est, tu sais. Ça me tentait pas, puis tu sais, j'aimais les finances, je suis entré en finance, puis 18 ans plus tard, ben, tu sais, on a une compagnie en finance, puis des employés, puis on est parti au Québec, Canada, puis c'est juste arrivé de même. Mais comme, demande-moi, à 24 ans, ben, c'était-tu ton plan? Ben non, moi, j'étais juste comme, hey, j'aime ça, je vais essayer ça. OK, ça marche. Hey, en passant, je vais faire ça maintenant. C'est juste comme ça. Il y a c'est une gestion de risque aussi. Il y a une fibre d'entrepreneur à un moment donné où on prend des risques, on essaie des choses, Ouais. on ose, ce qui fait que, ça crée une opportunité. Ah, ouais, c'est ça. Ah, OK. Il y a ça. Si j'avais pas choisi le risque ou l'opportunité d'essayer un truc, puis je serais pas rendu à cette branche-là. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Ça ouvre des portes, des lumières qui ouvrent. Tu dis, ah, c'est intéressant dans ce coin-là, Ouais, je vais là. aller explorer. Je pousse plus loin. OK, ben, puis, donc, tu sais, quoi dire aux gens qui veulent s'embarquer, mais c'est juste de, si t'aimes vraiment qu'est-ce que tu fais, puis je pense que c'est ça que Ouais. le take-away, là, Mhm. ça va t'aider, là. C'est juste, vas-y, puis ajuste. Pose-toi des questions, Exact. puis challenge-toi. Comme tu disais tantôt, tu vas faire des erreurs, tu vas Ouais. faire des bons coups, des moins bons coups, mais c'est comme ça qu'on évolue. Puis c'est souvent ça. Le parcours entrepreneurial de plein de gars, de plein de filles, c'est ça. C'est un mix and match d'essais, erreurs qui font avancer. Tu avances de 2 pas, tu recules de 1, tu avances de 3, recules de 2. Tu sais, c'est un peu ça le parcours souvent. Ouais. Il y a souvent les entrepreneurs qui vont dire, tu sais, essaie pas de développer un plan parfait, fais juste commencer quelque part. Comment tu vois ça? Tu as commencé, puis après ça, tu as juste continué. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Moi, j'ai pas pensé beaucoup. Tu sais, j'étais jeune, j'aimais tellement ça, je travaillais tellement fort. Fait que moi, je pense qu'on calcule pas assez. Avec le recul, avec l'expérience. Puis c'est ce que je dis beaucoup maintenant quand j'aide d'autres entrepreneurs. Le fait de partir en business puis d'être passionné, puis la restauration, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup le plaisir, l'art de vivre. Tu sais, peut-être qu'en finance, c'est plus structuré nécessairement. C'est structuré. C'est sûr que les finances, par définition, c'est un peu structuré, mais... L'inverse, nous autres, c'est la gestion de plaisir. Là, tu sais. Fait que souvent, l'erreur, nous, c'est de pas assez calculer, de pas assez structurer la business pour continuer. Puis c'est là que on voit beaucoup de faillites, on voit beaucoup de fermetures de restaurants, de projets inachevés parce qu'il y a un mauvais calcul de base. Puis ça, aujourd'hui, je le répète parce que les gens ne calculent pas. Tu sais, la fille qui fait des tacos, puis elle ne sait pas combien il coûte son tacos en cost, puis elle a mis un prix parce que c'est ça le prix qu'elle pense qui est le bon. Ça se peut qu'elle n'en vende pas longtemps des tacos. La passion, c'est bon, ça va te fueler, mais faut que tu checkes le coût de la mécanique, faut que tu checkes toutes les affaires avant de partir la voiture. Là. Si c'est pas ta force, entoure-toi. Va chercher des gens qui vont t'aider, de l'aide extérieure, des consultants, des contacts. Tu sais, ça, je pense qu'il faut savoir s'entourer aussi pour structurer correctement. Oui, non, c'est vraiment important. Donc, tout ce parcours, aujourd'hui, on est rendu où est-ce qu'on est, tu es rendu où est-ce que tu es. Et puis, ça m'amène à un autre volet qui n'existe pas pour moi, au moins pas pour l'instant, ça n'existe pas. Hâte de voir. Mais le volet, c'est que on est dans un monde maintenant que on parle beaucoup de succès, mais que est-ce que le succès t'amène un peu de reconnaissance ou de la popularité? On va parler de popularité. Versus maintenant, est-ce que la popularité égale le succès? Il y avait un temps que tu as du succès, maintenant tu es reconnu. Maintenant, être reconnu égale avoir un peu de succès. Là. C'est un peu c'est de l'air. C'est l'air de ça en ce moment. Non, mais moi, c'est de l'air. C'est vide. C'est vide. OK, pour moi, c'est empty. Là, ouais. C'est ça que tu voulais dire. Tu peux utiliser le facteur popularité pour créer de la business. Mais si ta business, elle n'a pas une bonne base, je l'explique souvent par les gens peuvent penser que moi, je fais des restaurants puis qu'ils marchent toujours mes restaurants. Ouais. Mais. Toi, c'est facile, t'es connu. Exactement. Ouais, c'est ça. On entend ça maintenant, ouais. Fait que pour moi, je dis tout le temps oui, mais si c'est pas bon, ça ne reviendra pas. Ben, c'est ça. Fait que je peux avoir le plus beau restaurant, avoir le plus de clients possible, mais si ce que je te sers n'est pas arrivé chaud, était trop salé, puis goût de la merde, exactement, tu ne reviendras pas. C'est un one shot, puis je t'aurai pas comme client récurrent. Fait que c'est un peu ça, c'est que les gens vont dire ben, c'est facile, toi tes restaurants sont pleins, t'es connu. Oui, mais c'est doublement difficile pour le standard de qualité. Oui, parce que là, ils expectent, les attentes sont là. Fait que c'est beaucoup ça, c'est pour ça que je dis que c'est de l'air, parce que
c'est pas valorisable. Tu n'as pas de. Je sais pas si ça se dit valorisable. Mais on peut dire n'importe quoi. C'est une valeur qui existe. C'est de l'air. Fait que être connu, c'est une valeur que tu vas créer, mais sur du contenu. Tu sais, moi, j'ai fait des recettes pendant longtemps. Je fais encore ça, mais tu peux pas vendre moi pour ce que je suis pour rien. Tu sais, c'est une image. Fait que si mon contenu est réel et bon, là, il y a de la valeur. Exact. Fait que autant pour un restaurant, pour un livre de recettes, pour une émission de télé. Donc, que ce soit n'importe qui pousse constamment à être sur. On parlait d'Instagram tantôt, on parlait de Facebook parce que c'est un peu dans le zeitgeist en ce moment, là, c'est populaire. Tout le monde veut être connu, tout le monde veut des likes, tout le monde, c'est comme une obsession presque. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Parce que tu es connu, tu vis dans ce monde-là un peu. Ben moi, je trouve pas toujours ça facile, ce bout-là d'image. Parce que c'est de l'image. C'est non-stop. Tout le temps. Mais tu peux, tu sais, la réalité de ces médias sociaux-là, c'est pas toujours la réalité de la vraie vie. En fait, ça ne l'est pas. Ça l'est pas du tout. Là. C'est un caption d'un moment, puis même ça, c'est ça. Tu vois probablement le meilleur de tout ou des stages de gens qui créent de la business avec ça aussi. Ouais. Donc, pour moi, c'est un effort. Tu sais, des gens qui tiennent les médias sociaux actifs constamment. Non-stop. C'est un full-time job. Ben c'est un travail à temps plein d'entretenir ça, d'avoir des belles photos, d'avoir des belles... Est-ce que tu crées du contenu? Oui, exact. Puis créer du contenu pour de l'image, c'est pas toujours facile. Fait que, pour moi, ça... tu crées. C'est pas comme... pas une caméra 24 heures sur 24. Là. C'est une création d'une image qui est voulue, qui est posée. Hey, on prend une photo, on soupe ensemble, on prend une photo, clac. Oui, c'est ça. Là, ils l'ont pris 14 fois avant de le mettre. Il y a 8, c'est ça. Puis, fait que pour moi, faut être super conscient de ça. Faut faire attention. Puis moi, je le vois beaucoup avec mes enfants. Parce que mon gars, il a 12 ans. Là, il a accès à ces plateformes-là. Il voit aller les gens. Puis là, tu te dis, OK, est-ce que tu veux créer des valeurs d'image vides de ça? Oui, comment tu c'est un modèle d'éducation, tu vas le voir tantôt parce que là, ils arrivent, moi, ils sont dedans un peu plus, ils ont 7 et 12. Fait que je suis dans Tout est direct dedans, c'est l'exposure. Moi, ma fille a 7 ans, puis elle est née avec un scroll comme ça. Ouais, non, c'est ça. Tout le monde n'est pas né avec un scroll. Moi, c'était le téléphone, elle faisait encore... Exactement. Quand tu as vu le téléphone comme ça, une fois, l'analogue. Hey, c'est quoi ça, man? Mais à l'inverse, sont nés avec des tablettes. Parfait. Ça, c'est la réalité. On ne changera pas ça. Comment on fait pour gérer ça maintenant? Donc, l'image, c'est la question. Les TikTok, toutes ces affaires-là, ben, OK, là, mais il y a des avantages parce que moi, je regarde, moi, je ne suis pas un gars qui est très bon en musique. J'aime écouter toutes sortes d'affaires, mais ma fille, mon fils, chantent et fredonnent en anglais de la musique dès que je mets des trucs dans l'auto. Fait que des fois, puis parce que c'est des chansons que je connais même pas, elle a assez par cœur, je la regarde dans le miroir, je fais OK, elle a toute la tune. Parce que sur ces plateformes-là, il y a beaucoup de musique. Fait que là, il y a une oreille musicale plus développée que moi, ce que j'avais à cet âge-là, par défaut. Puis il y a l'anglais qui est des fois un peu plus fort parce qu'il en écoute puis il en voit beaucoup. Ouais. Là, je me dis, OK, il y a quand même des beaux côtés à ça. Après ça, gérer les écrans, c'est un autre sujet. Oui, non, exactement. Comment tu utilises les enfants ou comment tu approches ça? Parce que c'est quand même important de comprendre comment utiliser les médias, comment utiliser les médias sociaux. Toi, tu utilises ça maintenant dans ta business. Donc, tes enfants te voient, les amis de tes enfants, tes amis, tout le monde, c'est non-stop. Là, parce t'es rendu un peu dans cette image-là. Il y a un aspect de ta business qui est très... I'm known, un peu comme ça. Oui. Donc, comment tu gères ça, puis comment tu positionnes ça avec tes enfants aussi? Bien, c'est drôle parce qu'au début, il y a plusieurs années, quand les enfants étaient jeunes, toutes les photos médiatiques, on ne les prenait jamais avec les enfants. Parce que on protégeait ça jusqu'au jour où tu en as un comme mon gars qui dit « Mais pourquoi je ne suis pas dans les photos, moi? » Rendu là, c'est un choix. Moi, je suis d'accord. Ma fille aussi, elle est dans aucune photo. Puis je veux dire, quand elle est rendue là, elle va poser la question, mais je vais te mettre, mais je veux te laisser le choix. Là. Exact. Fait que ça, c'est un peu ça le cheminement. Aujourd'hui, ben, tu les laisses vivre là-dedans, dans le sens où, tu sais, mon fils, quand la brigadière de l'école, l'autre fois, a sait son nom, mais il dit « J'ai jamais dit mon nom. » Pourquoi c'est mon nom? Mais ça se peut qu'elle t'ait vu quelque part, dans une vie publique. Fait que ça fait partie de ce que je suis, d'avoir... Tu sais, tu as un visage connu, fait que tu véhicules ça. Fait que c'est un peu...
pas forcer, mais ils naissent là-dedans. Fait qu'il faut pas que tu leur imposes cette vie publique-là nécessairement. Il y a un par défaut qui sont tes enfants. Fait que c'est ça que ça fait. Ils sont là, exact, par défaut. Après ça, sur les plateformes, mais moi, je suis très, très, pas craintif, mais je fais attention parce que je me dis, je veux pas leur imposer ça, je veux pas qu'ils vivent de l'image pour rien. Fait que, tu sais, j'essaie de montrer d'autres choses. Puis on est aussi, tu sais, les enfants vont faire ce que tu fais. Ouais. Fait que, tu sais, si tu as ton téléphone tout le long du souper comme ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir son téléphone avec, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est de forcer à, on éteint les machines, on fait d'autres choses. On s'en va en vélo, on s'en va là, on bouge, tu sais, de les amener en activités qui ne sont pas des écrans. Oui, exactement. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Puis surtout dans la période actuelle où là, ils peuvent bouger plus. Tu sais, quand tu arrives aux âges de 7 et 12 comme ça, on va en bike de montagne, on va en ski, ils te suivent. Puis, fait que ça devient, c'est là que tu peux amener toute l'énergie positive sur d'autres choses. Oui, exactement. Donc, c'est le fun à cet âge-là, tu peux leur pousser pour... Là, c'est un... Même ils te poussent à un certain point, c'est eux qui te poussent. Samedi passé, mon gars, il me texte. Il n'est pas chez nous. Il couche chez un ami. On fait quoi demain, papa? Hey, dans un party chez des amis, là. On fait quoi demain, il papa? Il organise la journée. Là, je fais, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, y a-tu une activité demain? Tu veux-tu aller en vélo? Oui. OK. Puis là, il n'y a plus, là, j'ai même plus de réponse après. Mais il veut aller en bike. Ça, c'est son call d'aller faire du bike le lendemain. Je fais, pas de problème, man, on va aller en bike demain. Comme parent, ça doit faire du bien. Écoute, il m'écrit ça, écoute, c'est cool. La graine que tu veux semer de plaisir de ça, tu peux pas le forcer, mais si tu l'as tranquillement planté. Entretenu durant les années, ben là, ça vient puis là, ça vient de lui. Wow. C'est go. C'est quand même le fun. Ouais. Comme entrepreneur qui a quand même, on a traversé les succès, les livres, tous les restaurants, comment tu vis avec l'aspect public? Parce que tes succès, parfait, c'est très public, mais il y a un côté, on va y aller doucement, il y a un côté négatif du côté. Comment tu vis avec le success et les failures sont toujours exposés, c'est toujours sous la loupe. C'est moi, on s'entend, si j'ai une année difficile, il n'y a pas de posting sur Facebook par rapport à ma compagnie, puis je me retrouve pas dans des journaux qui disent « Ah, ben la compagnie XYZ, ça va pas bien. Ouais. » Qui fait que c'est encore plus dur de gérer la compagnie parce que, tu sais, c'est une affaire de souvent comme ça va mal, puis quand tu penses que ça va mal, ça va encore plus mal, puis quand tes clients pensent que ça va mal, ça va encore plus mal. Ouais. Donc, cet aspect de médias ou de reconnaissance, c'est comme un genre d'influence exponentielle. Tu sais, si ça va bien, ça le pousse. Si ça va mal, ça pourrait avoir l'effet opposé. Oui, c'est bien. On l'a dit tantôt, faut accepter comme entrepreneur d'avoir des succès puis des failures, des défauts. Là, mais... Défauts, des insuccès. Insuccès. Défaites. Des défaites. Puis, donc, tu sais, il y a des fois, tu fais des bons coups, des moins bons coups. Fait quand tu assumes ça comme entrepreneur à la base, ben déjà, là, tu acceptes déjà. Puis, il y a le côté public, comme tu dis, où, à un moment donné, c'est pas ça qui va faire que tes business marchent tout le temps. Non. Fait qu'il faut que tu acceptes que l'image publique n'est pas toujours... Faut pas que ça devienne le regard qui guide tes décisions. Fait que si tu penses tout le temps en conséquence de ce que les autres pensent, ben plus de tu vas jamais en faire. C'est limité, là. Moi, j'ai fait de la télé jeune, mais j'ai toujours gardé des business en parallèle. J'ai toujours eu des restaurants puis d'autres business qui n'étaient pas médiatisés. Les gens pouvaient savoir que j'étais associé à ces projets-là, mais fait que ça me gardait une stabilité d'entreprise tout le temps. Ça m'a créé beaucoup plus de demandes, c'est plus de travail. Ouais. Mais je trouvais ça toujours très difficile de gérer des carrières. Tu sais, mettons, OK, j'ai signé un contrat d'une saison pour tel show de cuisine. Parfait. Il y en a qui, tu sais, tu peux faire juste ça. Mais c'est une chose. C'est fini. Je fais quoi au mois de mai quand c'est fini, ça? Puis pour moi, j'ai toujours eu peut-être cette anxiété-là ou cette incertitude-là de what's next. Fait que je gardais des business up and running, je créais des projets. Parce que pour moi, ça avait de la valeur, puis ça n'en avait pas. Donc, diversification, là, pour les entrepreneurs, là, soyez diversifiés dans vos offres de produits ou dans qu'est-ce que vous faites, parce que si vous banquez toutes vos affaires... Monocanal ou une voix, c'est très risqué. Quand la voix, même pour nous, là, quand la voix, si tu es juste en train de travailler avec des achats immobiliers, uniquement financement immobilier, puis là, il n'y a plus personne qui achète, ben là... On fait quoi? OK. Là, il faut... Puis là, quand tu essaies de tourner la business
en mode panique parce qu'il n'y a plus rien, ben là, si tu prends des mauvaises décisions, c'est rush, c'est pas planifié. Puis là, tout commence à tomber. Fait que c'est un peu, tu sais, moi, c'est beaucoup ça qui m'a, la diversification qui m'a aidé, qui m'a sécurisé personnellement parce que j'étais assis sur d'autres choses. Donc, peut-être que j'attendais moins le succès médiatique tout le temps. Mon besoin n'était pas comblé là, il était comblé par les business. Puis c'est là, ça, j'ai réalisé ça jeune. Fait que je faisais toujours peut-être plus dans le plaisir, le média, parce que c'était pas mon besoin instinctif ou nécessaire d'entrepreneur. C'était un symptôme pour toi, parce que c'était pas le but ultime, je pense pas. Tu es rentré là-dedans, tu as travaillé, puis ça, c'est venu comme un genre de récompense à des bonnes choses que tu faisais. C'était un add-on, c'était pas le but. Il y a beaucoup que c'est leur but ultime d'être connu. Exact. Puis dans ton cas, je pense pas que c'est toi. Toi, ton but ultime, c'est moi je veux y aller, je veux créer des affaires, puis ça, c'est comme venu comme symptôme parce que je faisais des bonnes choses ici. C'est un accident de parcours positif, mais il faut que tu comprennes que moi, le média était très forçant pour moi au début parce que de faire ce qu'on fait là, ça va. Aujourd'hui, j'ai du fun, puis je suis déposé. 20 ans plus tard, c'est ça. Mais moi, au secondaire, faire un exposé oral devant 36 collègues de classe, c'était... horrible. L'enfer, c'était... Puis même si j'étais prête, que j'étais préparé, que j'avais appris mes affaires, puis c'était pas une facilité, c'était pas un réflexe. Il y en a qui ont ça. Ma fille, elle a ça. Tu mets une caméra allumée, là, she's on, elle aime ça. Go tout de suite. Mais elle a une fibre maternelle que j'ai pas, là, Mon fils est comme moi, tu mets une caméra, puis il est plus là. Puis c'est ça. Gone. Mais ça, c'est aussi comment t'es quand t'arrives rendu là, dans le sens où... T'es né avec qu'est-ce que t'es né, puis après ça, tu peux travailler sur qu'est-ce que tu peux travailler. Fait que moi, les médias, c'est pour ça que je dis que c'était forçant, parce que les premiers shows de TV, ça me demandait tellement... Focus. Écoute, c'était super exigeant, parce que quand tu fais des recettes à la télé, il faut que tu sois aussi un marchand de bonheur. Ouais, c'est pas juste comme, OK, coupe ça, fais ça, mais si j'ai l'air plate, ben, la recette devient un peu plate. Ouais, donc ça. là, tout perd de l'essence. Fait que quand tu as du fun à faire la recette, puis que ça a l'air cool, puis bon, même si c'était trop salé, puis vous le savez pas à l'écran, ben ça a marché. T'as mis le sel avec un peu de... Ben là, trop de... c'est ça. Il était vraiment salé, mais on s'est amusé. Nobody knows, c'est parfait. C'est parfait. Non, c'est vraiment un bon point. Puis tu disais maternelle, c'est parce que tu parlais de ta conjointe, elle est un peu dans les médias. Moi, ma femme le saurait, mais moi, je suis pas que je suis le pire là-dessus. Des fois, j'ai des clients un peu qui sont là-dedans aussi, puis ma femme est comme, tu sais-tu que... Non, j'ai c'est aucune... parfait comme ça. C'est ça, je suis le pire, j'écoute pas la télévision. C'est parfait. Donc je pense que ça travaille en médias aussi. Donc, de votre côté, pour les enfants, pour votre couple, c'est doublement... Oui, mais on fait des enfants. Tu vas voir tes enfants, il y a des gènes qui vont tomber plus de toi sur un ou tu sais. On espère que c'est plus leur mère. Là. C'est exactement ça. Le bon côté. On est d'accord là-dessus, tu vois. Faut dire ça. C'est mieux pour ma femme si je m'en Exact, c'est ça. Excellent. Donc, écoute, tu as des restaurants maintenant qui roulent, puis on rentre dans une période économique, on va appeler ça intéressante. Intéressante, on va dire ça de même. Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que j'imagine que, écoute, tous les banquiers centrales, les chefs de banque centrale, les gouvernements mondiaux ont un peu manqué le bateau sur l'inflation, sur tout ce qui se passe. Je pense que, tu sais, on pensait tout que ça allait tomber post-pandémie, que les choses allaient revenir comme avant, qu'il n'y aurait plus de problème de chaîne de distribution, que tout allait être tout parfait, puis que les gens allaient recommencer à travailler, plus de pénurie de main-d'œuvre, pas de problème. Puis on réalise que probablement, on ne reviendra plus jamais à ce que c'était avant. Mm-hmm. Donc, dans ta business comme entrepreneur, puis en restauration spécifiquement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pensez faire? Comment que vous allez vous redéfinir? Comment tu vois ça? Parce que là, comme leader, tu dois dire, OK, mais là, on vit une période différente. Pas nécessairement mauvais, mais différent. Oui. Puis tout le monde me regarde pour dire, qu'est-ce qu'on fait? La pandémie, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a beaucoup démontré le pouvoir de... En fait, les gens trop rigides en affaires ont eu beaucoup de difficultés. Puis les entrepreneurs, là, que tu fasses des kayaks ou des restaurants, les gens se sont remis un petit peu plus hands-on dans leur business. Les entrepreneurs, tu sais, le gars qui a une shop, qui fait des kayaks, qui a un bureau avec des vitres, puis qui voit la shop en bas, lui, pendant la pandémie, il a fait, OK, là, attends une minute, j'ai moins de staff, je vais descendre en bas, je vais aller contrôler mes coûts, je vais travailler sur la chaîne avec le staff, puis je vais embarquer dans les opérations de ma business, je vais contrôler.
Fait que je vais contrôler des coûts, peut-être que je vais... Puis sans trop penser, c'est un réflexe humain de pas de panique, mais de... Retour à la base un peu. Peut-être, là, juste de peur. Ouais. Et fait qu'on a beaucoup vu ça dans dans tous les entrepreneurs, dans les entreprises. Donc, moi, je pense que ça a permis un retour aux sources à plein de gens de dire, OK, c'est quoi un réel business, le core de ce que je fais, puis de repenser aussi et d'être en réaction ou du moins d'être flexible sur mon offre. Fait que pour moi, c'est la même chose. La restauration normale, il y en a qui ont mangé un coup, il y en a qui se sont aussi retournés de base, dire, OK, attends une minute, je veux faire travailler mes équipes, comment je peux faire pour faire travailler mon monde? Ouais. Mon modèle, moi, c'est de faire des hamburgers avec une assiette en porcelaine. Peut-être que là, ça va être des cheeseburgers avec une assiette en carton. Là, ouais, mais c'est pas mon modèle. So be it. Là, on change. Là, le monde change, la crise change tout. Là, une période qui est financièrement plus difficile, qui s'en vient ou plus incertaine. Puis, comment tu t'adaptes? Les gens vont toujours manger. Fait que moi, j'ai une business qui est ça. Fait que j'ai le privilège de... De ce côté-là, c'est bien. Au moins, tu n'es pas mal sûr que les gens vont continuer. Ouais, c'est ta flexibilité puis ton pouvoir de t'adapter dans des situations comme ça qui sont très changeantes et imprévisibles. Fait qu'il faut que tu sois à l'écoute des clients. Il faut que tu sois très captif. Comme ça, tu peux moduler... Comment que leurs besoins changent. Pour t'adapter si tu veux survivre dans l'entreprise. Tu sais. Puis c'est comme ça, moi, que je l'ai perçu. Puis c'est comme ça que je le vois pour les prochaines années parce que je dis tout le temps, OK, on ne fera pas un projet parce qu'on manque de staff. On va s'empêcher de faire des business parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On arrête. Impossible. Si c'est ça, toi, l'entrepreneur que tu es, ben, tu n'es pas un entrepreneur. Non. Fait que tu te relèves les manches puis tu dis, OK, comment on va trouver du staff? Ça va peut-être être différemment fait ou plus long un peu, mais on va s'y attarder, puis on va creuser, on va piocher, puis on va arriver à un produit tantôt qui va être différemment conçu, mais peut-être que l'offre, on est capable de le faire quand même. Fait qu'un entrepreneur, c'est cette fougue-là, c'est cette énergie-là, c'est cette passion-là que tu dois avoir pour continuer d'avancer, malgré les espèces de contre-courants qui sont là, que ce soit la pandémie, que ce soit une récession, que ce soit une pénurie de main-d'œuvre. J'espère que les gens vous écoutent parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons points là-dedans, là, d'être présent, de ne pas avoir peur de changer. Je pense que si on met une genre d'analogie, ce serait peut-être plus être comme l'eau au lieu des roches. Là. Les roches sont rigides, ça ne bouge pas, mais l'eau frappe les roches. Avec le temps, l'eau va éventuellement gruger puis va gagner la bataille. Donc, il faut être un peu plus fluide puis être capable de se réorienter. Puis, tu es bien positionné. Je pense que tu as été un des pionniers ou un des gens responsables un peu du virement de la cage avec tout ce qui a été changé. Puis, c'est quand même pas rien. Je pense que la cage au sport au Québec, c'était connu. C'est une institution. Institution, là, où est-ce que on va aller écouter les Canadiens? Où est-ce qu'on va écouter des matchs de sport? On s'en va. Les ailes. Exactement, les ailes. Tu vois 8 ailes, ils scorent 5 buts. Là, je le sais, puis c'est comme imprimé. Là. Exact. Tu sais que le marketing marche bien quand que c'est quelque chose qui est comme dans la conversation courante. 5 buts, les ailes, ça sort. C'est ça, exactement. C'est un marketing qui a bien fonctionné. Qu'est-ce que tu as appris dans ce virage-là avec la cage? J'ai appris beaucoup. J'imagine qu'il y a eu du pushback en disant non, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait marche? Ou est-ce que c'était non? C'était une aventure. J'étais là presque 8 ans. C'était une grosse aventure En fait, moi, je partais de la restauration conventionnelle, puis je me suis en allé au niveau des chaînes. Ça, pour moi, c'est un inconnu. Il y en a plein qui me disaient, ouais, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Mais en même temps, moi, le défi était énorme parce que tu prends une business qui a 30 ans d'existence au Québec, qui est toute formatée, que les gens connaissent les promos. Tu sais, c'est dans le popcorn en rentrant. Exactement. Fait qu'on connaît ça du bout des doigts, les enfants. Il y en a partout au Québec. Puis là, tu vas aller retravailler là-dedans. C'est très fragile. Puis ça, c'est la valeur clientèle. Puis la valeur humaine de l'autre bord, c'est les gens qui y travaillent, qui sont dedans, qui travaillent depuis longtemps, des franchisés, des employés. Faut que tu mettes ces gens-là dans le coup avec toi pour faire un changement, pour créer un mouvement. Pour que tout le monde soit dans la même game. Fait que c'est beaucoup d'humains en arrière. Fait qu'il y a eu l'apprentissage de technique d'être, c'est une compagnie qui était à l'époque publique. Fait que tu peux pas, c'est de prendre un paquebot puis le changer de bord. C'est big, là. Comme les gens comprennent pas des fois comment c'est big. Moi, je suis pas en restauration, mais juste penser de changer une compagnie, là. Juste un peu la rediriger. Tu as de la résistance, tu as de le public, il faut que tu réconfortes les gens. Puis d'avoir le support de la direction. Puis c'était vraiment trippant. Parce que
j'ai réussi avec le temps. Puis, tu sais, moi, j'avais aussi une strike qui était bonne et pas bonne. Là. Mon visage connu pouvait dire, OK, ce gars-là, il y a une valeur. Mais de l'autre bord, la vedette va venir me dire quoi faire. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'aspect connu, pas connu. Hein. Exact. Ça m'aide, mais pas vraiment. Ça, au début, là, ça a été tough. Jusqu'à temps que là, tu dis... en anglais, on dit time spent. Là, le temps passé, donc de aller en cuisine, cuisiner avec le monde, passer du temps dans les restaurants, donc des heures et des heures pour qu'ils comprennent que mon langage est le même qu'eux autres, que je vis la même restauration de la même façon, puis de faire des bons coups avec eux autres, des changements de menu, des items, puis qu'ils deviennent très fiers du produit qui leur appartient. Ouais. Tu leur donnes les outils pour le réussir, puis là, ils deviennent très valorisés dans le changement. Fait que là, ils véhiculent le changement eux autres sans que tu deviènes à le push en arrière. Là, c'est ça. Tu donnes des outils, on l'essaye ensemble, ça marche, t'es content, t'es heureux, parfait, gone. Ils le font. Puis là, ils le font, puis là, ils le poussent. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, ça devient super exponentiel positivement parce que là, le véhicule, tu n'as même plus besoin d'être là tout le temps, ils le font. Puis ils le maintiennent, puis la qualité, ils la veulent parce qu'il y a un feedback, le client est content, c'était bon, mais là, ils ont fait une bonne. Tu sais, fait que c'est très, très positif. Qu'est-ce que tu as appris de toute cette expérience-là, mettons, si tu avais une chose à dire, j'ai appris ça ici, puis ça serait applicable à, mettons, plusieurs industries, ça serait quoi, mettons, le coup de circuit, là, mettons? Bien, je pense que c'est time spent parce que je viens de le dire avec la compagnie de kayak qui est dans une imaginaire que j'ai. Ouais. Le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il a pris du temps, puis il est descendu dans sa shop, puis il a passé du temps dans ses opérations. Moi, je te l'ai passé du temps en opération, beaucoup dans les cages, pour comprendre au début, pour comprendre l'écosystème, puis après ça, pouvoir faire les bons changements selon l'environnement des restaurants, avec l'expérience que j'avais. Mais c'est le temps que j'ai passé physiquement, puis à comprendre. Donc, ce temps-là a vraiment changé la façon d'intervention après, parce que je comprenais la réalité des restaurants. Le premier congrès, j'étais allé, puis je ne les connaissais pas encore. Ils me disaient tout, ouais, mais chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, c'est pas pareil. Parce que c'est pas. Il avait raison. Alma, c'est pas la même clientèle que Ville-Saint-Laurent. Ou que Laval, par exemple. Exact. Fait que des fois, c'était des villes très proches, mais deux clientèles tout à fait différentes. Fait qu'il y avait raison, les gens, de me dire, tu vas voir, chez nous, c'est pas pareil. Je me disais, OK. Fait que je les ai toutes vues. Tu as fait le tour de tous les... Puis on l'a fait... Il y en avait combien au début, 52. 52. Ouais. Donc, tu n'as pas fait le tour de 52. Ah, la première année, oui. 52. On faisait tout, oui. Parce que je voulais comprendre. Tu sais, c'est du temps passé, mais c'est du temps que tu passes pour qu'on échange, puis qu'on apprenne à comprendre leur réalité. Puis c'était ça. Puis c'était très valorisant parce que l'humain est intéressant, tu sais, en restauration ou en milieu bancaire. Tu sais, moi, c'est la valeur humaine qui devient le véhicule pour changer les choses. Leur réaction, la façon qu'ils... quand ils sont engagés dans le travail, ça peut créer des miracles. Là. C'est incroyable. Là, une équipe qui roule, là, qui tout le monde pousse dans la même direction. On pense souvent aux Olympiques, là, les équipes de rowing. Là, mais tu as un bon leader en avant. Le gars, il crie en avant, puis il dit « let's go », puis tout le monde est timé, puis... Exact. C'est smooth, c'est beau à voir, c'est parfait. C'est la même chose dans une entreprise. Exact. C'est quand même une bonne histoire, des bons takeaways. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. C'était un changement majeur, puis j'avais aussi hâte de voir l'impact, parce que tu travailles beaucoup en arrière. T'sais. On voulait pas faire des changements trop rapidement. Fait qu'on changeait les items dans le menu. Mettons qu'il est marqué salade César, crouton, vinaigrette César. Ben, on changeait la vinaigrette sans changer le menu. On la faisait maison au lieu de l'acheter en pot. OK. On faisait des croutons maison au lieu de les acheter en sac. OK. La laitue, on l'achetait entière, on la coupait nous autres mêmes au lieu de l'acheter coupée en sac. OK. Mais dans le menu, c'était pas changé. Mais le plat arrivait juste plus sexy, plus sharp, juste plus fresh. Un petit touch. Mais là, le client faisait, ça a changé. Ouais, ça a changé, mais c'est quand même le même menu. Fait qu'on trichait pas le descriptif. Ouais. Fait que c'était pratiquement 1 an comme ça. Avant, comme ça, les opérations se familiarisaient avec cette nouvelle cuisine-là, avec cette façon de cuisiner-là. Puis ils le faisaient bien. Puis quand on a annoncé qu'on changeait, ben c'était déjà installé. Ah ouais. Fait que là, on était capable de mettre une nouvelle image, de mettre des nouveaux plats, puis de le dire, mais tout le monde était prêt à le recevoir en arrière. C'est intéressant. Il y a une autrice qui... elle s'appelle Rachel Botsman. Elle a écrit un livre, Who You Can Trust. Une couple elle est en business, elle travaille à Oxford, à Londres. Puis elle a une citation qui dit People, en anglais naturellement, people don't want different. They want the familiar done differently. Donc, dans le sens que, tu sais, OK, je reconnais le menu,
c'est familier, mais il y a un petit twist. Donc, je reconnais, c'est pas un changement complètement. Je suis sécure, mais un... puis ça fonctionne. C'est des incrementation, donc c'est des changements tranquilles qui, implémentés, font que ça améliore la compagnie ou le produit. Puis les gens sont quand même contents parce que c'est le même produit qu'ils aiment puis qui arrive. Là. C'est bon. C'est des recherches en business, mais je trouvais ça approprié pour, tout à fait. pour exactement ce que ça fait. T'sais, comme écoute, ça a l'air bon, mais on va juste comme rendre ça. Salut, OK, on va le couper nous-mêmes. Des croutons. Puis, tu changes les ailes de poulet. Ça, c'était un changement majeur parce que les ailes étaient rendues trop petites. Mais l'histoire des ailes, c'est intéressant. Là. Les ailes au Québec, c'est une commodité. C'est un morceau du poulet qui était juste pas utilisé il y a 20 ans. Ou 30 ans. Tu sais, c'était comme, il donnait ça. Aujourd'hui, les ailes de poulet au kilo, si je ne me trompe pas actuellement, c'est plus cher que les pilons. Parce que là, payer moins cher un paquet de pilons au kilo que des ailes actuellement. Juste parce que c'est plus de demande a shifté. Fait que c'est drôle de voir ça. La nourriture, c'était vraiment intéressant. L'histoire de nourriture. Comme les homards, là, à un moment donné, ils donnaient ça aux prisonniers. Je pense que c'était ça, là, que c'était dégueulasse. Puis c'est pas avant que je pense que c'est un des rois qui a commencé à manger ça dans la cour. Louis, quelque chose je sais pas l'histoire, mais c'était à peu près ça. Puis là, finalement, ça devient... mais avant, c'était les prisonniers qui mangeaient ça. Puis, tu vois, après ça est venu on vendait ça partout, on exportait. Puis là, tu vois, on est dans l'air du temps où tous ces produits-là qu'on a de la mer au Québec... Là, on commence à se dire, on a cette richesse-là, on pourrait en garder un peu plus. Là, on tente de garder les produits au Québec. Le thon, actuellement, c'est un exemple super sharp. On sortait des thons ici, puis ça partait partout outre-mer. Là, on sort des thons, puis ils restent dans nos restaurants au Québec. Tu vois du thon comme tu n'en as jamais vu actuellement dans les périodes de pêche au thon. Tu sais, là, on s'approprie un peu plus. Là. De qu'est-ce que les richesses qu'on a au Québec qui aident. On est plus conscient. Exactement, qui aident aussi tout ce qui est environnemental, si on veut. Là, c'est local, c'est plus proche. Les ressources naturelles, on le garde à l'intérieur. C'est un bon timing à ce niveau-là aussi. C'est beau, c'est très beau à voir. Là. Vraiment, c'est intéressant. Donc, sur ça, c'est quoi tes enjeux dans les prochaines années? Avec les augmentations de prix, comment garder la nourriture accessible au niveau ou l'expérience des restaurants accessible? Parce que j'imagine que tu fais la même chose que tout le monde. Ça coûte plus cher, les œufs coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Tout. Les gens veulent pas vraiment dépenser plus. Là, tu dis, je veux pas refiler la facture au client. Fait que, quand je disais tantôt, on calcule pas assez, là, c'est plus que jamais une réalité. Parce que trouver tes margins un peu partout. Tes costs vont changer, vont augmenter. Comment tu fais pour faire des marges encore, pour faire survivre ta business ou faire un peu d'argent? Fait que j'ai pas la réponse à moyen terme parce que là, c'est très comportemental aussi par rapport à ce qu'on est comme consommateur. Au Québec, on mange au restaurant, puis c'est pas cher. On est dans les villes. Je suis d'accord avec toi. Ou Montréal, la province, on dépense au restaurant pas beaucoup d'argent pour la qualité qu'on a. Incroyable. Tu vas, puis on arrive en vacances ailleurs, puis tu fais « wow ». Mais tu sais, on s'en rend comme pas compte. Fait que culturellement, est-ce que ça va changer, ça va évoluer? Puis je dis pas que on veut refiler la facture au client tout le temps, mais à un moment donné, il y a un équilibre. Puis il y a une survie de la restauration qui va dépendre de ça. Je fais ça comme move, mais c'est l'équilibre. Je suis juste dans le balancier. Fait que je pense que ça va être intéressant à voir comment on va appliquer ça. Parce que oui, les augmentations de matières premières sont énormes. Là, il faut les surveiller pour être sûr qu'on reste encore rentable. Puis là, il faut que la clientèle reste là, même si tu augmentes tes prix un peu. Fait que comment tu gères ça? C'est d'y penser. Je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est vraiment de faire le travail, de comprendre ton produit. De from farm to table, là, c'est un peu ça. Là. Donc, OK, qu'est-ce que ça a coûté? Est-ce qu'il y a un moyen de le produire mieux à coût moins cher? Est-ce que je peux aller le chercher plus proche? Parce que l'essence coûte plus cher, il y a l'énergie. Donc, est-ce que je peux essayer de couper ça quelque part? Vraiment penser, tu t'as dit tantôt, think out of the box, là, penser différemment. Là. On ne peut pas garder la même pensée qui marchait avant. Non. Je retiens ça un peu. Là. Ça s'applique pas mal tout le temps ici. Là. Il faut passer le message parce que les gens qui pensent que non, je m'acharne à rester comme c'était avant, ça n'a jamais marché en affaires. Non. Puis tu vois, ça va passer aussi par les épiceries. Les épiciers vont nous... Là, on voit les factures d'épicerie augmenter. Fait que les clients vont faire « OK, c'est vrai, l'huile, elle a augmenté. Là, ma frite au restaurant n'a pas le même prix. » Là, tu sais, c'est toute une incidence économique globale
qui va faire conscientiser les gens, mais je prône pas les augmentations de prix, mais je prône la survie des restaurants aussi. Fait que, tu sais, je trouve pas ça évident c'est un jeu. Je vois un dash d'avion, là. C'est un fine-tuning, là. Altitude. Faut que tu joues constamment sur toutes tes données pour garder un équilibre, pour que le client soit satisfait, qu'il continue de te dépenser chez vous, puis que toi, tu fasses un petit peu d'argent encore pour survivre dans ton modèle d'affaires. Oui, absolument. Je pense que c'est la seule solution parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Il faut s'adapter. Adapt or die. Ouais, voilà. C'est quel film, ça? Je sais pas, mais c'est bon. C'est bon. Je pense que Free or Die, c'est la plaque du New Hampshire, là, mais Adapt or Die, ça va être la nouvelle plaque. Pas du Québec. Non, on peut pas faire ça. Là. Écoute, je me souviens, c'est mieux. Il va falloir en faire un en français. Ça ne passera pas. Là, c'est ça. Je te laisse ça dans tes mains. Là-dessus. On va revenir discuter de nouveaux slogans pour le Québec. Là. Ça va être parfait. On va faire ça ensemble. Un autre projet. Tu vois, un autre projet? On n'en avait pas assez. Non. C'est parfait. Need more. Il faut toujours rechercher le prochain projet. Parlant de prochain projet, c'est quoi ton prochain projet? Ben, moi, je suis dans une période assez intéressante parce que j'ai parti un café à Mont-Saint-Hilaire il y a 3 ans qui s'appelle Chez Cheval. C'est une belle réussite. C'est un nouveau créneau de restauration que je n'avais pas touché parce que j'ai fait beaucoup de sit-down. C'est déjeuner, je pense, c'est ça? Ça, c'est vraiment un coffee shop qui est ouvert 7 jours sur 7, de 7 à 6. Okay. C'est un autre de vendre du café quotidiennement. C'est une business que je n'avais pas touché, qui est fort intéressante, avec le prêt-à-manger qui est devenu aussi une nouvelle façon de consommer le restaurant à la maison à moindre coût. Donc, tu sais, les gens se payent du restaurant, mais ils partent avec, fait que ça coûte moins cher. Fait que nous, on a beaucoup de prêt-à-manger de cette shop-là. Puis, fait que j'ai ça que j'ai parti il y a 3 ans. Là, je suis en train d'en faire un deuxième. Je suis rentré aussi dans une microbrasserie, dans une histoire de bière puis de restaurant à Magog. Fait que j'ai eu plein de projets qui sont rentrés après la cage. Tu sais, qui était. J'ai fait que ça, la cage. 7 ans, beaucoup. 52 restaurants, j'imagine que. Ouais. Ben, j'étais juste là-dessus. Je ne pouvais pas faire d'autres choses. C'était vraiment le projet. Fait que là, je repars des business. Puis là, j'ai comme aussi le luxe ou la chance de ne pas aller trop vite. De pouvoir jaser, rencontrer des gens, regarder des projets. Oh, j'embarque. Oh, non, j'embarque pas. Fait que je suis dans cette période-là. C'est le fun d'être rendu là que tu peux choisir tes projets. J'imagine que ça fait du bien parce que des fois, au départ, t'es comme OK, donne-moi-en parce qu'il faut trouver des. Oui, puis en même temps, il y a une. Tu sais, des fois, t'en fais moins, puis il y a plus de résultats. Puis, tu sais, j'ai eu des années où j'en faisais tellement d'affaires. Puis oui, tu fais de la business, mais. Tu dis oui à tout parce que. Mais tu sais, financièrement, il reste pas grand-chose à la fin. Ouais. Parce que t'en as fait beaucoup mal géré. Tu sais, puis j'ai plein de cas là, que j'ai vu comme ça. Puis là, je réalise que là, quand je les pense plus, puis il y a peut-être une maturité qui embarque aussi, où je les pense mieux. Je me dis, OK, lui, il va me demander moins de temps. Mon nom n'est pas un en avant. C'est le nom d'un autre qui va être là. Je vais être en arrière, je vais aider. Ouais. Puis, je vais peut-être faire moins d'argent, mais plus longtemps avec celui-là. Fait que worth it, dans certains cas. C'est sûr. Puis, fait que je suis là-dedans. Fait que j'ai 2-3 projets qui avancent aussi. Fait que, tranquillement, un autre restaurant, puis de toujours évoluer dans... Jamais avec un plan spécifique, un peu comme on disait tantôt, mais avec organiquement. Oui, d'avoir du moyen terme de plan. Dire, OK, tu as une famille, tu as quand même tu vas avoir une sécurité financière, tu vas avoir des choses tu veux de l'argent qui rentre, fait que oui, je fais la consultation, mais tu sais, je peut-être diversifier encore, de dire, OK, je fais pas juste une shot de restaurant. Je peux en partir mettre du temps. Je vais mettre 60% de mon temps dans la semaine sur tel projet, mais il y a 40% de reste que je vais diversifier. Un retour à une érablière, on disait ça tantôt. Non. Ça, je te laisse à toi. Tu me laisses. Moi, c'est un nouveau projet. Pour ceux qui ne savaient pas, on avait commencé une érablière, sirodunord.com. Voilà. Voilà, tu vois, il faut plugger ça quand même. C'est parfait. Voilà. Ça fait bien. Et puis ouais, non, on disait c'est beaucoup de travail. Donc, tu as fait ça pour un bout de temps. Puis, mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est comme, moi, c'est le vin québécois. Tu sais, il y a du vin québécois, mais c'est l'équivalent un peu, le sirop, écoute, le goût, la façon que ça peut être fait. Écoute, c'est incroyable. C'est le fun. Je partage cette passion-là. J'ai fait ça. Mais épuisant. C'est des shots. C'est bang un coup. C'est le printemps. Mais c'est des périodes où il ne se passe pas grand-chose anyway. Fait que c'est plug le fun it, aussi. pour it, can it, sleep.
C'est pas mal ça. Des fois t'enlèves sleep et tu recommences. Ouais, t'enlèves sleep, exactement. C'est ça, exactement. Donc, c'est un beau projet pour nous. Puis, tu sais, je te rejoins. Plein de projets ici, plein de projets là. Puis, l'important, c'est d'être passionné et de partager cette passion. Puis de la cultiver, de la maintenir. Puis, je pense que toi, tu partages beaucoup ta passion pour la cuisine, ta passion pour les affaires. Et puis, je pense que tu as vraiment puis tu peux me dire si j'ai pas raison, une passion pour partager qu'est-ce que tu aimes avec les Québécois. Tu sais, ta business, c'est tout au Québec, je pense. C'est pas mal au Québec. Ouais. On a besoin de plus de gens comme toi, si tu me permets merci, de dire. Mais tu sais, ça revient à l'histoire du début de dire quand tu choisis un métier qui est passionnant, que tu peux véhiculer, d'en parler devient super facile, tu sais. Devient le fun parce qu'on pourrait en parler pendant 4 heures de business même, puis j'aurais pas de problème, puis toi non plus. Parce que t'aimes autant ça que moi faire ça. C'est ça. C'est juste comme tu te réveilles le matin, puis ça t'allume, ça dit « Ah non, il faut que j'aille au bureau aujourd'hui. » Je me dis pour tous ceux qui nous écoutent, là, puis nous regardent, puis que ça fait comme plus que, je sais pas combien de temps de mettre à ça, mais plus que 3 mois, que tu te réveilles à chaque matin, puis tu te dis pourquoi je m'en vais au travail. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, puis tu sais, c'est le temps. Change ta vie, tourne à gauche, tourne à droite. Les gens ont tellement peur de ne pas avoir leur sécurité, vivre dans le confort, mais ce confort-là a un coût. Puis je pense que comme entrepreneur, quand tu es confortable, tu le réalises tout de suite. Moi, je commence à devenir nerveux quand je suis trop confortable. Je me attends, là, les choses vont bien, puis il n'y a rien qui se passe. Il faudrait essayer de brasser quelque part parce que quelque chose va arriver. C'est ça. Mais ça, c'est très typique entrepreneur. Ouais. Ça, c'est une maladie qu'on a. C'est sûr. Les gens me regardent des fois comme, qu'est-ce que tu veux dire? Comprends-moi, là. Faut qu'on bouge des affaires, là. C'est trop calme en ce moment, là. Il n'y a rien. Je deviens angoissé parce qu'il ne se passe rien. T'sais. Exactement, c'est ça. C'est l'inverse de ce que les gens vivent normalement. Oui, mais sauf d'un autre côté, là, souvent. À part si tu es vraiment confortable, tu es vraiment content, tant mieux. Mais mon expérience, c'est que quand tu es confortable pour trop longtemps, ben ça stagne. Puis tu crées des opportunités à l'inverse quand tu ne laisses pas ce confort-là s'installer. Tu sais, moi, je dis tout le temps, les gens disent tout le temps, hey, on va aller dîner ensemble. Combien de fois tu le fais pour vrai? Moi, je le fais souvent. Moi, je le fais souvent aussi. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu t'en vas luncher avec quelqu'un. Non, c'est ça. Hey, on devrait prendre un café. Puis je suis comme, OK. Parfait. Puis souvent, les gens le posent. Moi, je dis, OK. Puis là, moi, je fais un suivi. Ils sont un peu comme, ouais. Ben écoute, tu l'as dit, moi, on s'en va prendre un café. Souvent, le nombre de fois que vous dites, plus ça arrive quand tu fais ça en conférence. Qui dit ici, hey, on va aller luncher? On va aller prendre un verre, on prendra un lunch. Tout le temps. Non. Ben, c'est ça. Faites-le. Parce que vous allez créer des opportunités, vous allez créer des rencontres, vous allez créer des liens d'affaires. Des fois, c'est pas une business qui va naître de ça, mais c'est un contact. C'est moi, mon téléphone, ma liste de contacts, là. Ouais. It's not who you are, it's who you know. Puis ça, c'est vrai. C'est un base building dans ta vie. On est ici à cause d'un show que j'ai fait pour un autre podcast, le Ring Immobilier. Puis, tu sais, j'aurais pas rencontré les gars qui m'ont proposé de faire un autre projet. Puis, tu sais, le Ring, j'aurais pu dire le podcast. J'ai pas le temps. T'sais, on est toujours occupé. Pas le temps de faire notre entrevue. J'ai d'autres choses à faire. On a toujours une raison d'être occupé ailleurs. Toujours. Mais tu sais, des fois, c'est sors du confort. OK, je vais aller faire un podcast. Tu sais, t'es ici aujourd'hui, merci en passant. J'adore ça. On sait jamais. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer après? Tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu auras besoin de sirop d'érable. Puis on va être là. You never know. On n'en produit pas assez, s'il vous plaît. Mets-moi pas de la pression. Okay? Je suis capable. J'aurais pas dit dire quelque chose. Là, je vais avoir des crises d'anxiété. Là. OK, donc Ryan, on a besoin de 1000 gallons. C'est ça. Guys, on a un maudit problème. Un beau problème. Un beau problème, c'est ça. De sommet, là, tu vois, les scènes vont commencer déjà. Là. Les rabières, c'est ça. Écoute, merci d'avoir passé à la retenue. Je pense que les gens vraiment apprécient de t'entendre. Puis moi, j'apprécie que tu sois venu. Puis écoute, on va continuer d'éduquer, puis de parler d'entrepreneuriat, puis de parler de projets. Puis écoute, je pense que c'est incroyable de t'avoir sur le show. Donc, le plaisir est pour moi. J'ai eu un grand plaisir. Super. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.